Bonjour, aujourd'hui on poursuit notre étude du système immunitaire avec cette fois-ci la réponse immunitaire acquise. Donc la semaine dernière, du moins la dernière capsule vidéo, on a étudié surtout la réponse immunitaire innée, donc avec les cellules que vous voyez ici, là, les mastocytes, qui sont entre autres là, impliquées dans la réponse aux allergies avec la libération d'histamine. Les cellules dendritiques qui sont des phagocytes, macrophages et neutrophiles aussi, basophiles un peu comme les mastocytes dans la réponse inflammatoire, et eosinophiles dans la réponse contre les parasites, contre les vers, les NK, les natural killers, okay, qui vont être impliqués dans la reconnaissance de cellules infectées par des virus ou de cellules tumorales. Puis on avait vu aussi là, les molécules du complément qui nous permettent de lutter contre des bactéries. Donc cette immunité innée-là, je vous le rappelle, n'impliquait pas de mémoire immunitaire et était non spécifique. Lorsqu'on va voir aujourd'hui la réponse immunitaire acquise ou adaptative, dans ce cas-ci, on va avoir une mémoire immunitaire. Donc, les lymphocytes B ou les lymphocytes T impliqués, s'ils sont en contact avec un micro-organisme qu'ils reconnaissent, donc ils seront activés et ils conserveront en mémoire ce micro-organisme-là. Donc, ils vont pouvoir répondre lors d'un deuxième, troisième, quatrième contact beaucoup plus rapidement et d'une façon plus intense, plus forte aussi. Donc, les principales cellules qu'on va voir dans cette capsule-ci, donc ce sont les lymphocytes B qui donnent ou qui produisent des anticorps. Et on verra aussi les différents types de cellules T, entre autres les lymphocytes T CD4, lymphocytes T CD8. Et on pourrait ajouter aussi un troisième lymphocyte T qui s'appelle les lymphocytes T suppresseurs. Comme son nom l'indique, le LT suppresseur, dans le fond, il est impliqué dans l'atténuation de la réponse immunitaire. Donc, une fois que la réponse immunitaire est terminée, est complétée, donc les LT suppresseurs vont vouloir calmer le jeu. Donc, dans la réponse acquise, on la sépare en deux sous-catégories. Donc, l'immunité dite humorale, okay, donc présente dans la partie liquide du sang, on va le voir comme ça, donc due aux lymphocytes B et surtout à leurs anticorps. Et là, dans la capsule, si vous voyez les termes AC, c'est pour anticorps, puis éventuellement, si vous voyez AG, c'est pour antigène. Donc, les anticorps reconnaissent et se fixent à un antigène précis donné. Donc, on va commencer par expliquer ça. Ensuite, on parlera de l'immunité cellulaire, donc qui implique les cellules T. On va voir que ces deux groupes de cellules-là interagissent, doivent interagir entre elles pour pouvoir avoir une réponse immunitaire complète et efficace. Mais on va les expliquer de façon séparée pour faciliter la compréhension. Donc, votre immunité acquise ou adaptative, on l'obtient de 4 façons différentes. Okay? La première, c'est de façon dite naturelle et active. Puis ça, c'est simple, c'est quand vous êtes malade. C'est plate à dire, mais pour que notre système immunitaire s'active, il faut le stimuler. Puis la façon la plus simple de le faire, c'est d'avoir une infection. Donc, vous attrapez un rhume, vous attrapez la grippe, vous pouvez attraper, on ne le souhaite pas, la COVID-19, une gastro, peu importe, infection due à un micro-organisme. Donc, on va développer. Quand on dit naturel, c'est parce que le micro-organisme entre en nous. C'est naturel, ça fait partie de la vie. Mais c'est actif parce que c'est votre système immunitaire qui produit ses propres anticorps, qui active ses propres cellules immunitaires. Donc, c'est actif, c'est moi qui fais le travail. Tandis que naturel passif, ça, c'était quand vous étiez dans le ventre de votre mère. Donc, ça n'a pas duré longtemps, quelques mois. Puis, quelques mois après la naissance, si et seulement si, vous avez été nourri au sein. Donc, allaité par votre maman. Donc, j'explique qu'est-ce que c'est. Donc, naturel, c'est naturel. On est dans le ventre de notre mère. Ça ne peut pas être plus naturel que ça. Mais l'immunité, elle est passive parce que ce sont des anticorps que notre mère a produits. Donc, notre mère se fait infecter par divers micro-organismes. Elle produit ces anticorps pour se protéger elle-même, mais par son sang et via le placenta, elle va vous transmettre certains de ces anticorps-là et c'est ce qui va vous permettre, quand vous allez naître, d'avoir un certain bagage d'anticorps qui ont été fabriqués par votre mère. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est passif. Mais ces anticorps-là vont vous protéger contre les micro-organismes de son environnement. Parce que les chances sont grandes que, dans le fond, quand vous allez naître, vous allez être dans l'environnement de votre mère. Donc, les micro-organismes qui l'ont infecté, elles, sont peut-être encore présents. Donc, ils peuvent, ces anticorps-là, vous protéger. Donc, on le voit sur le graphique à droite.
Donc, dans la première section là, du graphique, c'est pendant la grossesse. Donc, votre mère, OK, ce qu'elle vous transmet au départ, OK, ce sont les IgG. Donc, les IgG, là, via le placenta, c'est ce qu'elle vous transmet. Quand vous naissez, on voit que les IgG maternels, ben, ils vont diminuer. Okay? Vous n'êtes plus relié à votre mère. Dès votre naissance, on coupe le cordon, puis ça coupe l'alimentation et l'arrivée d'anticorps de type IgG. Puis quand vous voyez IgG, c'est qu'il y a plusieurs types d'anticorps différents, puis IG, ça veut dire immunoglobuline, c'est un synonyme d'anticorps. Donc, quand on coupe cette arrivée d'anticorps-là, donc, avec le temps, notre corps, dans le fond, pas les élimine, mais dans le fond, ils finissent par disparaître, ces anticorps-là. Mais si votre mère vous allaite, elle va vous donner un autre type d'anticorps qu'on appelle les IgA. Okay? IgA, nous, ça nous rappelle une épicerie. Moi, je m'en rappelle comme ça. Donc, lait maternel égale bouffe, bouffe égale IgA. Okay? Donc, immunoglobuline A, ce sont des anticorps qui sont sécrétés dans les liquides biologiques, dans les muqueuses, donc dans votre salive. Vous pouvez en avoir dans votre tube digestif, vous pouvez en avoir. Et lorsque la mère produit du lait, elle va en transmettre via son lait aussi. Donc, allaiter un enfant, ça a cet avantage-là, c'est qu'on lui transmet, la mère lui transmet des anticorps. Tandis que si l'enfant est nourri avec un lait en formule, le lait en formule contient tous les éléments nutritifs dont a besoin l'enfant. Okay? Il va avoir une croissance normale, ça va répondre à tous ses besoins. Cependant, la plus-value, okay, la valeur ajoutée au lait maternel, en plus du contact là, avec l'enfant, l'IgA, donc les anticorps, c'est une protection importante pour l'enfant. Donc, encore une fois, ça va protéger l'enfant des micro-organismes qui sont dans le même environnement que lui et sa mère. Donc, ça, c'est naturel, mais passif. Ce n'est pas l'enfant qui a fabriqué ces anticorps-là, c'est la mère. Pour l'artificiel actif, bien là, le meilleur exemple, c'est la vaccination. Okay? C'est artificiel, ce n'est pas une vraie infection. Donc, on vous injecte volontairement soit un virus atténué, bactérie atténuée, virus inactivé, donc mort, juste des morceaux de virus. Donc, il y a plein de façons d'administrer un vaccin, mais l'idée, c'est de stimuler la réponse immunitaire acquise pour développer la mémoire immunitaire et une réponse spécifique. Donc, c'est artificiel, ce n'est pas naturel, mais c'est actif parce que c'est vous qui allez fabriquer les anticorps en fonction de ce qui vous a été injecté. Puis la dernière, okay, c'est artificiel passif. Donc, littéralement, là, ce qu'on vous injecte, okay, puis la solution qu'il y a, c'est un vrai médicament qu'on peut vous injecter, là, ce sont des anticorps qui ont été produits en laboratoire, qui ont été produits dans un animal, okay, peu importe. Donc, ça ne vient pas nécessairement, ça ne vient pas de vous, okay, mais ce sont des anticorps spécifiques à un antigène ou à un micro-organisme précis. Dans l'exemple qui est ici, okay, c'est contre le virus de la rage. Donc, ce sont des anticorps antivirus de la rage et on va vous les injecter. Pourquoi on voudrait vous injecter ça? C'est que, par exemple, si vous avez été mordu par un animal qui est potentiellement enragé, votre corps, okay, faudrait réagir vite. Votre corps n'a peut-être pas le temps de produire sa réponse immunitaire assez rapidement, okay, pour neutraliser le virus. Donc, ce que l'on fait, c'est que dès que vous avez été mordu, okay, par un animal enragé, on vous injecte des anticorps. Ces anticorps-là vont aller, on l'espère, neutraliser le virus de la rage. Okay, donc, supposons que j'ai mon virus de la rage. Donc, les anticorps qu'on m'injecte vont venir se coller dessus et vont le neutraliser, ce qui va empêcher le virus de rentrer dans mes cellules nerveuses et de foutre le bordel puis de potentiellement me tuer. Donc, par exemple, j'ai des élèves okay, en soins infirmiers qui sont allés en stage au Pérou, puis souvent, s'ils vont en Amazonie, ils peuvent être soit en contact avec des singes, il y a des singes un peu apprivoisés. Donc, entre autres sur Isla del Monos, c'est l'île des singes. Donc, vous pouvez, par exemple, les nourrir, mais c'est peut-être pas la meilleure chose parce que ces singes-là donc, peuvent transmettre des maladies, entre autres l'herpès simienne, donc c'est une herpès de singe, mais qui peut être transmis à l'humain, peuvent transmettre la rage aussi. Donc, si vous n'avez pas été vacciné, okay, ou même si vous avez été vacciné et que vous êtes mordu par un singe, souvent, on ne prend pas de chance puis on va vous injecter des anticorps comme ceux-là pour vous protéger. Il y a des anticorps comme ça qui existent aussi, par exemple, pour
protéger contre les hépatites, contre le VIH. Donc, par exemple, une infirmière pique un patient, okay, fait une prise de sang ou peu importe, et après ça, se pique avec la même aiguille. Donc, il pourrait y avoir contamination, donc on pourrait administrer des anticorps pour protéger la personne. L'immunité donc humorale, on a les lymphocytes B. Quand je parle de plasmocytes ou cellules B mémoire, okay, je vais vous faire un petit dessin pour distinguer le tout et montrer comment une cellule B va être activée. Donc, quand on parle des cellules B, okay, je vais en dessiner 3. Donc, j'ai 3 cellules B. Les cellules B ont toujours des anticorps qui sont un petit peu uniques. Okay? Donc, j'exagère encore une fois les formes. Donc, on peut avoir la cellule B 1, 2 et 3. Donc, les cellules B, comme toutes les cellules sanguines, sont fabriquées dans la moelle osseuse, vont ensuite quitter la moelle osseuse sous forme de cellules B naïves, vont se diriger dans les ganglions ou dans la rate, okay, par le sang. Ces cellules B-là ne sont pas activées encore. Okay? Et elles ont été conçues avec des anticorps, puis on ne sait pas encore à quoi ils servent, ces anticorps-là. Okay? On ne produit pas de cellules B en fonction de ce qui nous infecte. Okay? À chaque jour, vous produisez des milliers de cellules B. Ces milliers de cellules B-là ont des anticorps différents. Puis, par hasard, okay, éventuellement, il y a une cellule B qui va avoir été conçue pour reconnaître les bons antigènes. Par exemple. Okay? Donc là, vous vous faites infecter par une bactérie et sur la bactérie, il y a des antigènes de cette forme-là. Donc là, de façon très vulgarisée, laquelle des 3 cellules B va être activée par ça, donc laquelle des cellules B va reconnaître ces antigènes-là, mais les chances sont que ça va être la numéro 2. Okay? Parce que la forme de son anticorps, puis la forme, c'est très imagé, là, mais la partie variable de l'anticorps va reconnaître cette protéine-là. Donc, cette cellule B-là, okay, va être sélectionnée. On appelle ça la sélection clonale. Et puisqu'elle a été activée, okay, dans le fond, pour être activée, une cellule B, là, ça prend 2 choses. Okay? Donc, l'activation. Donc, il faut un contact avec l'antigène, donc ça serait le contact ici, et 2, une co-stimulation, donc je vais écrire stimulation par la cellule T CD4. Okay? Donc, supposons que cette cellule B-là, la numéro 2, entre en contact avec l'antigène. La cellule T CD4 a elle aussi été mise en contact avec l'antigène. Elle va envoyer un message de co-stimulation à la cellule B. Et là, okay, j'ai mes 2 modes d'activation. Contact avec l'antigène, puis stimulation par la cellule T. La cellule B numéro 2 va maintenant, okay, pouvoir donner 2 choses. Okay? Elle va pouvoir se transformer en cellule mémoire. Donc, la cellule mémoire, okay, ça va être la même chose que la cellule initiale, mais elle va se placer en attente. Okay, dans les ganglions, dans la rate encore une fois, puis elle va attendre un 2e, 3e, 4e contact avec le même antigène. Okay? Tout ça ici, là, okay, ce processus-là, là, ça peut prendre 2 semaines avant que tout soit fait. Okay? Mais la mémoire, la cellule mémoire, okay, une fois qu'elle est prête, elle, ça peut prendre, je ne sais pas moi, quelques heures à une journée, puis elle va s'activer. Donc, la réponse avec la cellule mémoire, éventuellement, va être plus forte, plus rapide. Donc, ça, c'est une des options pour la cellule B activée, c'est de devenir une cellule B mémoire. Mais elle pourrait aussi devenir ce qu'on appelle un plasmocyte. Et un plasmocyte, ça va devenir c'est la même cellule, là. Elle va se diviser, mais elle va devenir une grosse cellule B, okay, avec un gros RER, réticulum endoplasmique rugueux. Réticulum endoplasmique rugueux, il faut se rappeler ce que c'est. Donc, c'est une structure dans la cellule qui nous permet, okay,
avec les ribosomes qui sont attachés dessus, de produire des protéines. Le plasmocyte, ce qu'il va faire, lui, c'est qu'il va produire de très grandes quantités d'anticorps et il va les sécréter dans le corps. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire en sorte que tous ces anticorps-là vont pouvoir venir se fixer sur les bactéries, parce que c'est rare que seulement une bactérie qui nous infecte. Là, il arrive souvent à coups de centaines, même de milliers. Donc, les plasmocytes, leur job, ça va être de produire une grande quantité d'anticorps. Ces anticorps-là vont se propager partout dans le sang et vont aller neutraliser les bactéries. Donc, ça, c'est la différence entre plasmocyte et cellule B mémoire. Le plasmocyte, il agit immédiatement. Donc, dès que la cellule B est activée, il va produire ses anticorps. Les anticorps vont neutraliser la bactérie, si c'est une bactérie. Et les LB mémoires, eux, vont être gardés en attente. Okay? Et lorsque le même micro-organisme, ou si le même micro-organisme se présente, elles vont pouvoir réagir. Les rôles des anticorps, pas besoin de les écrire sur les petites lignes qui sont là, on va les voir à la diapo suivante. Mais les types d'anticorps, okay? Depuis quelques diapos, là, je vous parle d'immunoglobulines A, G, etc. Donc, il y en a plusieurs. Okay? Il y a l'IG, oups, comme ça, fait ça. Il y a les IgA, les IgD, mais ceux-là, on ne les verra pas beaucoup parce qu'on ne sait pas vraiment à quoi ils servent. Les IgE, les IgG et les IgM. Donc, on va voir en détail ces quatre-là. Donc, 1, 2, 3, 4. IgD, sachez qu'il existe, mais son rôle précis n'est pas très défini. Puis, ce que vous voyez faire une rotation depuis tout à l'heure, c'est vraiment la forme typique d'un anticorps. Ça ressemble un petit peu à un Y. On a ce qu'on appelle la région FC ici, pour région constante, okay, qui va être constante, donc identique. Mais ici, ça va être la région qu'on appelle FAB ou la région variable. Puis cette région-là de l'anticorps, dans le fond, c'est elle qui va être spécifique à un antigène donné. Et les deux sites de liaison peuvent capter le même antigène. Okay? Donc, région variable, région constante. Donc, les rôles des anticorps, okay, je vous les nomme, je vous les explique aussi, mais vous pouvez aller voir plus d'informations okay, sur des vidéos qui sont en lien hypertexte ici. Donc, je vous invite à aller les voir. Certains sont en anglais, mais ça va bien expliquer, ça va compléter ce que moi, je vous explique. Donc, quand on parle de neutralisation, c'est que, un peu comme je l'ai expliqué sur mon dessin tout à l'heure, les anticorps produits vont aller se loger okay, sur le micro-organisme, donc sur le virus, sur la bactérie, puis vont littéralement le bloquer. Donc, par exemple, si on neutralise un virus, eh bien, on pourrait empêcher le virus d'entrer dans une cellule cible. On pourrait empêcher une bactérie de se fixer sur les cils des voies respiratoires, empêcher la bactérie de se fixer sur nos muqueuses. Okay? Donc, on la bloque. On pourrait aussi neutraliser la toxine d'une bactérie. Donc, neutraliser, c'est qu'on se fixe dessus, puis en se fixant dessus, souvent, on marque le micro-organisme pour la phagocytose. Donc, on le neutralise. Agglutination, okay, là, on a montré sur l'image un exemple avec des globules rouges. Okay, donc, ça pourrait se produire, par exemple, si moi, je vous injecte du sang qui n'est pas le même que le vôtre. Donc, moi, par exemple, je suis B+, si je reçois du sang A négatif ou AB, bien, je vais réagir à ces globules rouges-là, puis je vais les agglutiner. Donc, je vais former okay, un beau moton en bon français. Okay, donc, de ces cellules-là. Mais ça pourrait être vrai aussi avec des bactéries. Donc, on va agglutiner, on va fixer entre elles plusieurs anticorps, plusieurs cellules. La précipitation, c'est pas mal similaire à l'agglutination, sauf qu'ici, on parle d'antigènes solubles. Donc, souvent, des antigènes qui ne sont pas, on va dire, visibles dans le sang, mais ils sont dissous dans le sérum. Quand ces anticorps-là sont détectés par les anticorps et qu'il y a un réseau d'anticorps antigènes qui se forment, eh bien là, ça précipite. Okay? Imaginez, par exemple, quand vous mettez du sel dans de l'eau, les grains de sel se dissolvent, mais le sel, il est là. Okay? Mais si je mets trop de sel dans mon eau, qu'est-ce qui va arriver? Éventuellement, ça va précipiter. Le sel ne se dissolvera plus dans l'eau, puis il va être visible à l'œil nu, il va précipiter au fond du verre. Donc ici, c'est un peu le même principe, sauf que ce n'est pas du sel qui est impliqué, ce sont des anticorps et des antigènes. Quand ça précipite,
Donc, ça fait encore une fois un moton. J'aime ça dire moton. Okay? Donc, ce regroupement d'anticorps et d'antigènes-là va pouvoir être détecté par les macrophages, par les neutrophiles, et va être phagocyté puis éliminé. S'il ne l'est pas éliminé, on va voir plus tard que ça peut causer des problèmes, okay, qu'on appelle des complexes immuns là, qui vont se déposer dans les vaisseaux sanguins, etc., dans les reins. Ça peut être problématique. Mais normalement, ils vont être phagocytés. Activation du complément, on a vu le complément dans la vidéo précédente. Donc, si des anticorps, par exemple de type IgG ou IgM, se collent sur une bactérie, ça peut activer la cascade du complément, qu'on appelle la voie classique, et éventuellement, il va y avoir des trous qui vont se former dans la bactérie. L'opsonisation, je ne sais pas s'il est présenté, non, il ne l'est pas sur cette image-là, mais l'opsonisation, rappelez-vous de mon exemple des pizzas. Okay, donc, si une bactérie, on retrouve des anticorps dessus, ça peut faciliter sa reconnaissance par les macrophages et ça va, disons, faciliter la phagocytose. Donc, ça rend la bactérie plus appétissante pour le macrophage. Puis le ADCC, okay, ou la cytotoxicité cellulaire dépendante des anticorps, donc c'est quand une cellule ou une bactérie est attaquée par le système immunitaire parce qu'on retrouve des anticorps à la surface. Donc, entre autres, les natural killers. Okay? Supposons que vous avez, je ne sais pas moi, une cellule sur laquelle il y a des anticorps. Eh bien, la NK, donc ça c'est on dit la cellule cible, la NK arrive, reconnaît ça et va attaquer puis détruire la cellule cible. Donc, c'est une cytotoxicité cellulaire, donc on tue une cellule dépendante des anticorps. L'antigène maintenant. Okay? Un antigène, c'est toute molécule qui peut être reconnue par votre système immunitaire. C'est souvent ce qu'on considère comme étant le non-soi. Parce qu'on va voir un petit peu plus tard que notre système immunitaire doit être entraîné à faire la distinction entre « OK, ça c'est une protéine de Patrick Fillion, puis ça c'est étranger, il faut que je l'attaque. Okay? » Et on va comprendre que malheureusement, okay, parfois notre système immunitaire ne fait pas la distinction entre les deux, puis il va s'attaquer à nos propres cellules. Il va causer des maladies auto-immunes. Mais normalement, notre système immunitaire devrait faire la différence entre les deux et un antigène devrait être considéré comme quelque chose d'étranger et quelque chose à éliminer. Les antigènes, disons, les plus efficaces pour provoquer une réponse immunitaire adéquate, ce sont les protéines puis les polysaccharides, donc de gros sucres. On va voir qu'il y a des molécules plus petites ou des molécules faites de lipides, par exemple, qui sont moins immunogènes, puis des fois, ça va causer des problèmes. Ça, c'est important. Okay? Un même micro-organisme, donc par exemple, je pourrais avoir une bactérie, là, peut avoir plusieurs antigènes à sa surface. Okay? Donc, ce n'est pas parce qu'on a par exemple E. coli qu'il y a juste un antigène de E. coli. Donc, je pourrais avoir 10 antigènes différents de E. coli et ça fait en sorte que je peux avoir 10 cellules B différentes qui vont attaquer la même bactérie avec des anticorps différents. Donc, on a plusieurs cellules qui vont être impliquées dans la réponse contre un seul micro-organisme, mais ce seront des cellules B, par exemple, qui seront spécifiques pour chaque antigène de cette bactérie-là. Puis quand on fait un vaccin, okay, souvent on essaie de trouver c'est quoi la molécule qui stimule le plus le système immunitaire des patients. C'est quelle molécule ou quelle protéine du virus, par exemple de la COVID-19, qui va entraîner la meilleure réponse immunitaire. Parce que si on prend une protéine qui n'entraîne pas de réponse immunitaire et on donne un vaccin avec ça, on n'aura pas de résultat. D'accord? Donc, justement, parlant de molécules, des fois, qui sont problématiques, ce sont les aptènes. Les aptènes, ce sont des molécules qui pourraient être considérées comme étrangères, mais elles sont trop petites pour être reconnues par votre système immunitaire. Okay? C'est comme si vous étiez dans un tank puis il y a une petite souris qui passe. Okay? Pas sûr que le tank va détecter la souris et va l'attaquer. Okay? Le tank, par exemple, étant une cellule B, puis les obus étant les anticorps. Quelle métaphore extraordinaire. Donc, la souris, trop petite, le tank ne la voit pas. Mais l'aptène, okay, c'est quand même quelque chose d'étranger. Et cette aptène-là, okay, supposons que ça, c'est mon aptène. Okay, une petite molécule, trop petite pour être reconnue par le système immunitaire. Mais si l'aptène, vous l'inhalez, vous le mangez ou quoi que ce soit, et qu'il va se fixer okay, sur une protéine présente dans votre sang, donc maintenant, l'ensemble peut être immunogène. Okay? Et le meilleur exemple de ça, c'est la pénicilline. Je vous dis exemple, donc l'aptène, exemple, pénicilline.
La pénicilline, comme telle, c'est une molécule qui est trop petite pour être reconnue par le système immunitaire. Puis la pénicilline, c'est un antibiotique qui devrait tuer les bactéries. Mais certaines personnes, ça c'est plate, ça est arrivé à mon fils, vont développer une allergie face à ça. Parce que l'aptène, donc la pénicilline, va s'être collée sur une protéine présente dans leur sang. Et là, les deux molécules ensemble vont devenir immunogènes. Donc la personne va réagir à la pénicilline. Puis, comme on voit sur le graphique ici, là, plus la molécule souvent est complexe, plus elle va être immunogène. Donc, les protéines, les sucres sont très immunogènes, là. Les glucides, je devrais dire. Certains lipides le sont, okay? Surtout les stéroïdes, les lipides. Puis après ça, les aptènes, puis les acides aminés, ça ne l'est presque pas. Okay? Puis c'est normal parce que nous, on a besoin d'acides aminés aussi. Voici ce qui peut arriver à une réaction à la pénicilline. Et c'est une photo de mon garçon, Jonathan, qui a maintenant presque 14 ans. Donc, ne vous en faites pas, il va très bien. Puis oui, je suis un père un peu indigne. Quand mes enfants sont malades, ont des réactions allergiques, je prends des photos. Donc, Jonathan avait une infection, puis je ne me souviens plus honnêtement laquelle. Il y a eu plein d'infections, puis de garderite, puis de bébites bizarres. Donc, c'était une infection bactérienne dans ce cas-ci. Il a reçu un antibiotique fait à base de pénicilline. Et ça, c'était, je crois, une journée ou deux après le début de l'administration du médicament. Il a déjà commencé à avoir des plaques rouges, donc on a contacté le médecin de 1. De 2, on a arrêté de donner l'antibiotique. Mais même si on a arrêté, okay, quelques jours plus tard, regardez l'ampleur des taches, des réactions immunitaires qui sont apparues sur sa peau. Rassurez-vous dans un sens, là, Jonathan n'était pas misérable. Lui, il avait eu connaissance d'absolument rien. Il n'y avait pas de démangeaison, il ne pleurait pas, il avait une vie totalement normale. C'était juste bizarre quand les gens venaient nous le voir, là, quand on prenait une marche, par exemple, avec la poussette, puis ils regardaient notre bébé, ils étaient comme « Wow, OK, qu'est-ce qui se passe là? » Mais c'est ça, c'était une réaction allergique à la pénicilline. Plus tard, Jonathan a fait des tests chez un pédiatre pour vérifier s'il était encore allergique. Donc, ils ont fait des tests cutanés. Par la suite, on est allé faire... Les tests cutanés ont été négatifs. Par la suite, on est allé à l'hôpital, puis il a bu de la pénicilline. Fait que là, je vous avouerai que c'était stressant parce que s'il y a une réaction grave, là on était dans la salle d'attente, on était surveillés. S'il y a une réaction grave, allergique, il faut l'épipène, toute la patente, mais au moins j'étais à l'hôpital, fait que j'étais en confiance. Mais j'étais quand même nerveux. Puis Jonathan, lui, il se rendait compte absolument de rien, encore une fois. Il jouait à des jeux sur mon téléphone, puis il s'est juste demandé pourquoi on avait passé 2 heures à l'hôpital. Bref, il n'a plus cette réaction-là, donc il a probablement développé une tolérance à la pénicilline, ce qui est une bonne chose. Mais même si on sait maintenant qu'il ne l'est plus allergique, on le mentionne quand même toujours au médecin. Puis, s'il a à prendre des antibiotiques, puis ça arrive très rarement, là, disons presque jamais, même depuis qu'il a 3-4 ans, on va donner autre chose, juste pour être sûr. Voilà. Donc, les types d'anticorps maintenant, OK? Donc, si je parle d'un IgG, c'est les anticorps les plus présents dans votre sang. OK? Si je prenais un échantillon de sang, l'anticorps que je vais trouver le plus dans votre sang, c'est des IgG. Puis là, des IgG, vous en avez contre n'importe quoi qui vous a infecté. Si vous avez déjà eu un rhume, vous avez des IgG anti-rhume. Si vous avez eu la gastro, des IgG anti-gastro, etc. Okay? Donc, c'est un anticorps très présent. C'est lui qui va être, puis on va le voir tout à l'heure, le plus important dans la réponse secondaire. Donc, lors d'un deuxième contact, donc quand vos cellules mémoire, par exemple, se réactivent, elles vont produire beaucoup d'IgG. C'est la protection passive pour le nouveau-né. Donc, rappelez-vous, l'IgG est transféré de la mère à l'enfant via le placenta. Donc, c'est protection passive, naturelle passive du nouveau-né. Puis l'activation du complément. Puis l'IgG aussi, il a la forme classique d'un anticorps, donc l'espèce de forme-là de Y. L'IgM, lui, il est un pentamère. Regardez. Okay? Dans le fond, c'est 5 anticorps qui sont reliés les uns aux autres. Ces anticorps-là sont plutôt présents dans la réponse primaire, donc présents sur une cellule B, par exemple, immature, qui va être stimulée. Pourquoi c'est intéressant d'avoir des pentamères? C'est que ça augmente le nombre de liaisons possibles avec les antigènes. Donc, la cellule B, puis elle n'a pas juste un anticorps à sa surface, elle va en avoir plein. Donc, imaginez que vous avez plein d'étoiles comme ça, okay, d'IgM comme ça sur la surface de la cellule B, elle a juste plus de chances d'entrer en contact avec son antigène. Puis, l'IgM va lui aussi permettre la réaction du complément. L'IgA, avec sa forme
de Y, oui, mais lui, c'est un dimère, donc on a deux anticorps reliés un à l'autre. On va le retrouver surtout dans les sécrétions. Donc, oui, il y en a un peu dans le sérum, mais quand même, au niveau des sécrétions, larmes, au niveau du nez, la salive, dans le lait maternel, les mucus, des voies respiratoires du tube digestif, c'est un anticorps qu'on va retrouver beaucoup dans ces endroits-là. Donc, dans vos larmes, il y a des anticorps IgA, dans votre salive, il y a des IgA. Donc, ces anticorps-là vont bloquer les micro-organismes avant qu'ils ne puissent pénétrer dans vos muqueuses. Du moins, on l'espère. Puis, oui, il y a certains micro-organismes qui vont sécréter des enzymes qu'on appelle des protéases. Et ces enzymes-là vont dégrader les anticorps. Donc, c'est une espèce de lutte entre nous et les bactéries là, qui va finir par avoir le dernier mot. Heureusement, c'est plus souvent nous, mais vous comprendrez qu'il y a certains micro-organismes qui finissent par tuer les patients qui les infectent. L'autre type d'anticorps, l'IgE, qui a une forme typique en Y, on n'en retrouve pas beaucoup dans notre sang. C'est des traces. Mais je peux vous dire qu'il y a des gens qui ont des allergies, par exemple allergie saisonnière. Le taux dans le sérum pendant l'été, par exemple, pour quelqu'un qui serait allergique à divers pollens, graminées, etc., bien, ça va peut-être augmenter pendant cette période-là. Eux, les IgE vont se lier facilement avec les basophiles et les mastocytes. Et c'est à ce moment-là qu'il va y avoir libération d'histamine. Là, ça me fait rire. J'ai trouvé une image sur Internet, j'ai décidé de la mettre, même si elle était en allemand. Donc, quelqu'un, par exemple, qui se fait piquer par une abeille, donc l'allergène, ça va être le venin. Les anticorps IgE, dans ce cas-ci, vont être fixés par le mastocyte. Mastocyte, dans le fond, là, reconnaît les anticorps sur lesquels il y a l'allergène. Donc, l'allergène est là. Puis le mastocyte répond en produisant de l'histamine. Donc, on le voit un petit peu ici présenté d'une autre façon, mais au moins celle-là, elle est en français. Donc, vous pouvez jeter un coup d'œil pour bien comprendre, mais somme toute, les IgE, normalement, ça devrait être des anticorps qui nous protègent contre les gros parasites, donc les helminths, mais en Occident, nous, on les voit souvent plus dans les cas des allergies ou des personnes qui souffrent d'asthme. Maintenant, donc les anticorps, tout ce qu'on vient de voir, l'alphabet des anticorps, c'est tous les anticorps, dans le fond, que vous pouvez produire vous-même dans votre corps. Mais parfois, en laboratoire, on peut vouloir fabriquer ce qu'on appelle des anticorps monoclonaux. Donc, des anticorps qui vont être très précis contre un antigène donné. Parce que vous ou moi, si je prenais un échantillon de sang, je vais trouver des IgG, mais ce seront des IgG polyclonaux. Donc, des IgG contre le rhume, contre la grippe, contre tout ce que j'ai, tout ça par quoi j'ai été infecté. Mais anticorps monoclonaux, c'est lorsque l'on veut avoir un anticorps qui est spécifique, et ces anticorps spécifiques-là vont avoir un rôle à jouer dans plein de choses. La production de médicaments, rappelez-vous, tout à l'heure, on a parlé des anticorps contre la rage, lors de l'immunologie acquise de façon artificielle et passive, j'ai fini par le dire. Donc, ces anticorps-là ont été produits à quelque part, et souvent, ça va être en laboratoire, comme ce que vous voyez sur l'image de droite. Je ne vais pas tout expliquer ça. En biotech, on fait des anticorps monoclonaux. Donc, c'est un processus assez complexe, mais on finit par obtenir des anticorps qui sont spécifiques et on peut les utiliser pour plein de choses. Entre autres, ça ici. Détecter des maladies, les tests de grossesse. Regardez ça ici, là. Vous avez peut-être déjà vu ça, vous connaissez quelqu'un qui en a fait. Donc, on a un test de grossesse. En fait, regardez, je vais vous faire un autre petit dessin pour expliquer ça. Donc, supposons, on a la bandelette là, du test de grossesse. Le test de grossesse, qu'est-ce qu'on veut détecter? C'est l'hormone de grossesse, la HCG. Cette hormone-là va se retrouver dans l'urine de la mère et on peut la détecter avec des anticorps monoclonaux qui ont été placés sur le test de grossesse. Regardez bien. Donc, il y a des anticorps qui reconnaissent cette hormone-là et ce qu'on va faire, on ne les voit pas à l'œil nu, c'est sûr, mais on va les placer sur la bandelette. Là, la dame va uriner
et l'urine va migrer sur la bandelette. Qu'est-ce qui va arriver? Okay? C'est que lorsque l'urine va passer sur la bandelette, juste la présence d'urine va faire une bande comme ça, automatiquement. Dès qu'il y a un liquide qui passe sur la bande, ça fait une bande jaune comme ça. Mais si, dans l'urine, il y a la présence de l'hormone, donc l'hormone va être captée par les anticorps, et en étant captée par les anticorps, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire un précipité, et c'est ça, et c'est ça qui va faire apparaître l'autre bande, donc le plus. Donc vous allez voir le plus, ça veut dire que la HCG est présente, ça veut dire que la femme est enceinte. Donc ça, c'est une application des anticorps monoclonaux. On va en parler plus tard aussi, mais les anticorps monoclonaux peuvent servir aussi pour un traitement qu'on appelle le WinRho. Je peux l'écrire. W-I-N-R-H-O. Donc, c'est un traitement qu'on peut administrer aux femmes surtout qui ont un groupe sanguin différent de leur conjoint. Donc, moi, par exemple, je suis B+, ma conjointe est O-. La compatibilité Rhésus n'est pas là, donc, lors de la conception de nos enfants, si nos enfants sont Rhésus positifs, la maman pourrait attaquer le bébé parce qu'elle va reconnaître son sang comme étant étranger. Donc, en administrant le WinRho, ce sont des anticorps qui vont venir masquer les globules rouges de l'enfant. Donc, la mère ne va pas les reconnaître, donc ne les attaquera pas. On pourrait aussi avoir des anticorps qui s'en prennent au cancer. Donc, imaginez qu'on a, je sais pas moi, une cellule. Donc, ça, c'est une cellule tumorale. Puis, à la surface de la cellule tumorale, il y a des protéines qui sont uniques à la tumeur, qu'on ne retrouve pas ailleurs dans le corps humain. Donc, si on pouvait avoir un anticorps monoclonal qui se colle et qui reconnaît ces antigènes-là, et qu'en même temps, on a modifié l'anticorps, puis on a collé un médicament dessus. Donc, le médicament serait livré directement à la cellule tumorale et la tuerait avec plus de précision. Contrairement à la chimiothérapie, où on vous met le médicament dans une espèce de soluté, on vous plug ça dans le bras et ça va partout dans votre corps. Puis ça va tuer peut-être, oui, les cellules tumorales, mais plein d'autres cellules saines aussi, entre autres le bulbe des cheveux, les cellules du système digestif. Donc, toutes les cellules qui se divisent rapidement vont être affectées par la chimiothérapie. Mais ça sera un traitement plus précis. Puis, il y a aussi le traitement de certaines maladies infectieuses comme la grippe, comme la COVID-19 aussi. Vous avez vu ça peut-être aux nouvelles. Utiliser le sérum de patients convalescents. Donc, on peut aller récupérer des anticorps et on pourrait les utiliser pour traiter une infection. Voilà. Donc, ici, par exemple, pour un diagnostic pour un streptocoque, c'est le même principe que j'ai fait dans mon dessin tantôt. Donc, au lieu de faire un plus, si on a un résultat positif, ça va faire 2 bandes. Donc, ce qu'on prend, c'est un échantillon de salive du patient, puis de cellules épithéliales de la bouche, idéalement au niveau des amygdales. On détruit les bactéries avec des produits chimiques, puis on met la petite bandelette dans un petit tube, puis ça baigne dans la salive du patient. Si les bactéries sont présentes, ou s'ils ne sont pas présentes, dans le fond, la salive va monter, ça va faire apparaître une bande, parce qu'au départ, la bandelette, là, elle est ici, puis il n'y a aucune bande dessus. S'il y a une première bande qui apparaît, ça veut juste dire, OK, le liquide a monté, mais c'est un test négatif. Mais si j'ai 2 bandes qui apparaissent, celle-là ici, ça veut dire que la bactérie est présente, donc c'est un test positif. Ça, pour vrai, j'ai déjà fait ça. J'avais mal à la gorge, j'ai fait moi-même mon test au cégep parce qu'on a ce kit-là. Puis j'étais positif, puis j'ai été chez le médecin, puis j'ai dit, regardez, voici la preuve que j'ai un streptocoque, donnez-moi un antibiotique. Donc tout le monde a sauvé du temps. Puis j'ai pas pris un antibiotique pour le plaisir. J'avais mal à la gorge, puis un mal de gorge pas ordinaire. C'était pas viral, c'était pas juste une petite grippe, un petit rhume, je devrais dire, et on a pu me traiter en conséquence. Maintenant, l'immunité à médiation cellulaire. Les cellules T, c'est les 4. Leur job, c'est de sonner l'alarme.
quand ces cellules-là sont activées, puis elles vont être activées par des, ça va avoir l'air compliqué, là, mais par des phagocytes qui vont avoir mangé quelque chose. Donc, supposons que j'ai un macrophage ici. Le macrophage a mangé cette bactérie-là. Donc, il la mange et il va présenter à sa surface un bout de la bactérie. Okay? La cellule T va arriver. Donc, la cellule T CD4. Et avec une protéine qui s'appelle le TCR. Okay? Donc, pour T-cell receptor. Okay? On va reconnaître ça ici. Puis, il y a aussi la protéine CD4 qui, elle, va reconnaître la protéine qu'on appelle le CMH là, sur la cellule macrophage. Donc, on reconnaît tout ça et à partir de là, la cellule T sonne l'alarme. Cellule T est hyper importante. Elle va stimuler la cellule B, elle va aussi stimuler la cellule T CD8, mais, rappelez-vous, elle peut être la cible du VIH. Et si le VIH attaque ces cellules-là et les tue, ben, il n'y a plus personne qui sonne l'alarme. Donc, là, le système immunitaire est à plat et on attrape plein de maladies. Les cellules T CD8, elles vont attaquer des cellules qui ont été infectées par exemple, un virus. Supposons que vous avez été infecté par la grippe ou la COVID. Donc, on va dire que ça, c'est une cellule pulmonaire. Donc, votre cellule pulmonaire est là. Il y a un virus qui arrive puis il vous infecte. On va produire une protéine qui s'appelle le CMH. Mais dans ce cas-ci, ça va être le CMH1. Puis ici, c'était le CMH2. On va revenir là-dessus. Là. Donc là, vous allez présenter un bout du virus ici. La cellule T CD8, donc cellule T CD8, va arriver ici, donc va reconnaître le bout de virus. Elle va reconnaître le CMH1 avec sa protéine qui s'appelle CD8. Et là, qu'est-ce qui va arriver ici? CD8 ne sonne pas l'alarme. Là. Elle va réaliser que la cellule qui est ici a été infectée. Elle va l'attaquer et elle va la tuer. Donc, les LTCD8 tuent des cellules qui ont été victimes d'une infection, donc infectées par la COVID, par un rhume, par la grippe, et elles vont les tuer. Les cellules CD8 vont aussi tuer, puis c'est quand même pas rien, vont tuer les cellules tumorales. Puis la petite dernière, les Treg ou les LT suppresseurs, donc ces cellules-là vont calmer le jeu une fois que la réponse immunitaire est terminée. Pour la LTCD8, donc ça va être pour la cellule T CD8 ou pour la cellule NK qui fait partie de la réponse innée, il y a plusieurs façons de tuer. Donc, on se rappelle, ce sont des cellules tueuses. Ce n'est pas des tendres, ces cellules-là. Donc, ce qu'elles peuvent faire, c'est un contact direct avec la cellule cible. Un peu comme on le voit peut-être ici. Là. Imaginez que la cellule violette, c'est une cellule pulmonaire infectée. Cellule T CD8 se rapproche, entre en contact direct avec la cellule, puis va l'éliminer. Donc, ce qui va arriver, contact cellule à cellule, la cellule peut envoyer un message qui va induire l'apoptose chez la cellule cible. L'apoptose, c'est la mort cellulaire programmée. Donc, la cellule qui reçoit ce message-là, elle va s'autodétruire de l'intérieur. Donc, elle va dégrader son ADN et elle va se laisser mourir. Mais elle le fait parce qu'elle a reçu le message de le faire de la LTCD8. Ça a l'air cruel comme ça, que nos cellules tuent nos cellules à nous, mais en même temps, on ne voudrait pas qu'une cellule infectée demeure en vie juste assez longtemps pour produire plein d'autres virus. Donc, c'est mieux de tuer la cellule rapidement avec l'action d'une cellule TCD8 plutôt que de la laisser mourir éventuellement par l'infection des virus et qu'elle libère lorsqu'elle meurt plein de virus. L'autre façon de tuer, donc il y a le contact direct, il y a le message par cytokine, donc là c'est plus à distance. Donc la LTCD8 envoie un message qui est reçu par la cellule cible. La cellule, encore une fois, entre en apoptose et se laisse mourir. Dernière étape, ou dernière façon de tuer, je devrais dire, c'est la libération de molécules. Donc, j'ai ma cellule T CD8. Donc, la CD8 est ici. À côté, j'ai la cellule cible. Ce qui pourrait arriver, c'est qu'on libère les perforines. Puis là, d'après vous, juste avec le nom, les perforines vont faire quoi? Donc, elles vont faire des trous dans la cellule cible. Et les granzymes, donc, vont entrer par les trous et vont aller détruire l'intérieur de la cellule.
C'est un beau travail de coopération. Donc, dans ce cas-ci, c'est vraiment l'action de la cellule TCD8 qui tue la cellule, tandis que le numéro 1 et le numéro 2, c'est plus un message qu'on envoie à la cellule cible, et la cellule cible se laisse mourir. Donc, ici, c'est comme une espèce de, peut-être à dire, de suicide cellulaire. Okay? On dit à la cellule de se tuer et elle le fait. Ici, au numéro 3, ça, c'est vraiment une attaque. Okay? La cellule TCD8 ou la NK tue la cellule cible. Ça, ici, c'est juste pour vous faire peur, là. C'est toutes les étapes que ça prend pour que la cellule entre en apoptose. Okay? Donc, ou bien la cellule T, par exemple, se fixe à ce... donc là, ça, c'est la cellule cible qu'on voit ici. Là. Donc, tout ça, c'est la cellule cible. Mais je pourrais avoir la cellule T, CD8, juste au-dessus, okay, qui va venir se fixer ici. Et là, le message d'apoptose est transmis. Ou je pourrais avoir la libération de cytokines par la cellule TCD8 qui va être reçue par la cellule cible. Et là, tout ça se met en branle. Et ultimement, ce qui arrive, c'est que l'ADN va être détruit. Okay? Et regardez bien, là, l'apoptose. Okay? Toutes vos cellules immunitaires qui ne servent pas, là. Okay? Parce que je vous ai dit que vous en produisez beaucoup par jour, puis ce n'est pas toutes les cellules qui vont être stimulées et activées. C'est 100 millions de cellules, juste des cellules immunitaires qui ne servent à rien, qui sont éliminées à tous les jours. Okay? Puis aussi, on va éliminer des cellules infectées par des virus, puis des cellules qui ne servent à rien. Quand même un phénomène important dans votre cellule. Puis ce qui est important aussi, c'est que dans ce cas-ci, l'apoptose n'entraîne pas de réponse inflammatoire. Donc, les cellules meurent, mais votre système immunitaire ne vire pas fou. Sélection clonale, c'est ce que j'ai expliqué tantôt avec les cellules B, puis on peut le voir sur l'animation. Okay? Je vais attendre que ça recommence. Mais dans le fond, c'est une cellule B qui entre en contact avec un antigène. Elle est stimulée. Et pendant la stimulation, okay, elle va se différencier. Donc, on voit la bactérie qui arrive ici, cellule B activée. Elle prolifère, donc il y a plein de clones qui sont produits. Une partie de ces clones-là vont devenir des cellules B mémoire et une partie vont devenir des plasmocytes. Rappelez-vous, les plasmocytes sont les cellules qui produisent des anticorps en grande quantité et les libèrent partout. Donc, quand on parle de sélection clonale, okay, c'est que seulement les cellules B ou les cellules T qui ont été mises en contact avec le bon antigène qui vont subir toutes ces transformations-là. Okay? Dans le cas des LT, on ne le voit pas sur l'animation, mais ça serait le même principe. Il y a une partie des LT qui deviendraient des LT actifs, donc qui sonneraient l'alarme et qui s'impliqueraient dans la réponse immédiate. Mais il y aurait aussi des LT CD4 qui deviendraient des LT CD4 mémoire. Même chose pour les CD8. Il y a des CD8 qui deviendraient actives et qui tueraient tout de suite les cellules infectées. Et il y aurait des cellules T CD8 qui deviendraient des cellules T CD8 mémoire. Donc les mémoires, on les garde. On les met de côté et on attend qu'une infection identique se reproduise. Mais la sélection clonale, c'est de choisir les bonnes cellules immunitaires qu'on a besoin et qu'on doit stimuler. Toutes les autres, éventuellement, meurent par apoptose. L'autre principe, à l'inverse, okay? Sélection clonale, on choisit les bonnes cellules immunitaires. Délétion clonale, là, c'est le contraire. On doit éliminer les cellules B ou les cellules T qui pourraient être autoréactives, donc qui pourraient, okay, s'attaquer à notre propre corps. Parce que nos cellules, B ou T, vont passer, puis là vous avez une image un peu complexe, mais je vais les résumer. Là. Nos cellules B et T doivent passer des tests de contrôle. Okay? Avant de libérer les cellules B et les cellules T dans le sang ou un peu partout dans le corps, on va s'assurer qu'elles ne sont pas autoréactives. Donc on va leur présenter à ces cellules B et T-là des antigènes ou des protéines qui nous appartiennent. Donc moi, par exemple, dans mon thymus, okay, c'est là où on va faire maturer les cellules B. Ou dans ma rate et mes ganglions, là où on fait maturer les cellules B, je vais faire des petits tests contrôle. Donc, dans le thymus, je vais prendre l'exemple du thymus, puis c'est l'exemple que vous voyez sur l'image. Je veux m'assurer que mes cellules T ne reconnaissent pas les antigènes de Patrick Fillion. Donc, dans mon thymus, okay, on va présenter des antigènes de Patrick Fillion à ces cellules-là. Si la cellule T reconnaît un antigène ou une protéine qui m'appartient, la cellule T va être tuée sur le champ. Parce qu'on ne veut pas qu'elle quitte le corps. Imaginez là, que la cellule qui est ici, okay, donc la cellule qui présente les antigènes, elle présente un antigène du pancréas qui m'appartient. Okay, et que la cellule T réagit à cet antigène-là. Ce que ça veut dire, c'est que si cette cellule T-là quittait le thymus, puis le thymus, là, c'est une glande qui est ici au niveau, à la base du cou, juste au-dessus de votre cœur,
OK? Si la cellule T quittait le thymus, bien, à ce moment-là, okay, lorsque la cellule T atteindrait le pancréas, bien, elle le reconnaîtrait comme étant étranger et elle l'éliminerait. Puis moi, je ne veux pas devenir diabétique, je ne veux pas souffrir de ça. Donc, mon système immunitaire doit lui-même s'auto-contrôler, donc éviter de produire des cellules T ou cellules B autoréactives. Il y a une faiblesse là-dedans. Okay? Ça va toucher surtout les gars. Les gars, okay, donc notre système immunitaire au niveau du thymus et de la rate et tout, là, le contrôle se fait avec les protéines qui existent en nous, okay, dès la naissance. Mais chez les garçons, il y a des cellules qu'on ne produira pas avant l'adolescence, donc avant 12, 13, 14 ans. Ce sont les spermatozoïdes. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a aucune cellule dans le thymus ou dans la rate qui a présenté des antigènes de spermatozoïdes aux cellules T ou aux cellules B. Donc, il y a peut-être dans la circulation sanguine du jeune adolescent des cellules B ou T qui seraient autoréactives contre les spermatozoïdes, okay, et pourraient les détruire. Mais les spermatozoïdes sont dans un environnement protégé, okay, dans lequel le système immunitaire n'a pas accès. Donc moi, par exemple, au niveau de mes testicules, il n'y a pas de système immunitaire qui va aller s'amuser là. Donc, mes spermatozoïdes sont à l'abri. Mais supposons, okay, que j'ai un accident. Okay, je fais du vélo de montagne, je pogne une bosse, je tombe ma fourche sur la fourche du vélo, puis, on va y aller violemment, là, mon scrotum se déchire. Okay? Ça, c'est pas le fun à s'imaginer. Okay? Surtout si vous imaginez votre prof. Donc, il y a une blessure, et là, il y a du sang qui peut avoir accès aux testicules. Là, il pourrait y avoir réponse immunitaire, puis, dans les pires des cas, je pourrais devenir stérile. À mon âge, ce n'est pas nécessairement un drame, parce que, bon, j'ai eu mes 2 enfants, puis je suis très heureux. Okay? Mais si ça arrivait à un adolescent ou à un jeune adulte qui éventuellement voudrait des enfants, bien, ça pourrait être un drame. Okay? Donc, les testicules, c'est ce qu'on appelle un site privilégié. Le système immunitaire n'y a pas ou peu accès. Autre site privilégié dans le corps humain, okay, ce sont vos yeux. Okay? Donc là, les filles, tout le monde est impliqué. Et ça, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que supposons que vous avez besoin d'une greffe de cornée, okay, parce que vous avez des cataractes, puis ça ne va pas bien là, quand vous êtes plus vieux. Les greffes de cornée, souvent, n'ont pas autant besoin d'avoir un donneur qui est compatible à 100% parce que la greffe va se faire dans un environnement où le système immunitaire a peu accès. Okay? Donc, les rejets de greffe sont possibles, mais sont plus rares quand on parle de greffe de cornée. Donc, dès lésion clonale, on retient qu'on doit éliminer les cellules autoréactives. La mémoire immunologique maintenant, donc ça, c'est le propre des cellules B et des cellules T. L'exemple qu'on donne ici, c'est avec les anticorps produits par les cellules B. Donc, regardez bien le graphique. Donc, on est dans le temps, dans l'axe des X, et ici, c'est la quantité, ce qu'on appelle le titre des anticorps, c'est une quantité logarithmique d'anticorps présents dans le sang. Donc, j'ai ma première stimulation antigénique, donc le premier contact avec l'antigène. Après quelques jours, je commence à produire des IgM, puis un petit peu plus tard, quand les cellules B sont activées, j'ai des IgG qui sont produits, mais une quantité relativement restreinte. Éventuellement, le micro-organisme est éliminé, puis je me sens mieux. Mais si le même micro-organisme revient plus tard, okay, puis là, les autres, ils ont mis juste 2 semaines plus tard, mais imaginons 6 mois, peu importe, regardez bien ce qui se produit. Il y a encore des IgM qui sont produits, parce qu'il va y avoir des nouvelles cellules qui vont être stimulées par ce micro-organisme-là. Mais ici, là, c'est les cellules mémoire. Elles vont réagir plus vite, puis pas mal plus fort. Okay? Regardez la différence, là. Puis n'oubliez pas que c'est une échelle logarithmique. Donc, à chaque point, on monte d'un facteur de 10. Okay? Donc, la réponse est beaucoup plus forte, beaucoup plus rapide. Donc, lors d'une réponse secondaire, tertiaire, quaternaire, okay, la réponse immunitaire va être plus forte. Et encore une fois, je le répète, c'est l'idée que l'on recherche quand on fait la vaccination. Okay? On veut avoir des cellules mémoire pour que la réponse soit plus forte et plus rapide. Les cytokines, je me répète, puis on aurait pu mettre cette diapo-là dans le système immunitaire inné, mais ce sont des messagers chimiques du système immunitaire. Okay? C'est avec ça que les cellules communiquent entre elles, que la réponse immunitaire se forme. Il y en a plein, puis vous n'avez pas besoin d'apprendre tout ça, là. Des exemples d'interleukines, de cytokines. Donc, par exemple, l'interleukine 2, c'est un messager qui permet la prolifération, entre autres, des cellules B et T. L'interféron gamma va être, entre autres, utile contre
les virus. Okay? On peut s'en servir aussi comme agent thérapeutique, donc entre autres les interférons. Et regardez ici, c'est un exemple aussi, le TNF-alpha va avoir des effets différents en fonction de la cellule cible qui reçoit le message. Donc, une même cytokine peut avoir des fonctions multiples. Ici, okay, j'ai déjà parlé, si on revient pas mal plus loin en fait, ici, là. J'avais parlé de CMH1, CMH2, donc là, je vais aller l'expliquer peut-être un petit peu mieux et plus en détail. Donc, quand on parle de CPA, on parle de cellules présentatrices d'antigènes. Une cellule présentatrice d'antigènes, dans le fond, c'est une cellule qui peut faire de la phagocytose. Et après avoir phagocyté, elle va présenter, comme son nom le dit, un antigène. Donc, on va le voir éventuellement là, sur l'animation qui va repartir dans quelques instants. Mais vous avez la grosse cellule jaune qui est un macrophage qui va phagocyter une bactérie. La bactérie, donc on voit les antigènes qui sont ici, donc vont être digérés et on va présenter à la surface okay, par un CMH2 des anticorps, des antigènes pardon, à la cellule T CD4. Je vais aller ici, c'est mieux expliqué. Okay? Donc, en bas ici, j'ai ma cellule T CD8, okay, la cellule T cytotoxique. La T-helper, c'est la cellule T CD4. Quand on parle de l'activité d'une cellule T CD8, l'activité de la cellule T CD8 dépend de la présentation d'un antigène, donc on le voit, le petit triangle bleu ici, par une molécule qu'on appelle le CMH1. Donc la protéine qui est ici, c'est mon CMH1. Quand on a une cellule qui est infectée, donc le virus est entré de lui-même dans la cellule, on a les antigènes du virus et on en présente un ici. La cellule T CD8 va reconnaître ça et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tuer la cellule infectée. Quand on parle maintenant d'une cellule qui a phagocyté volontairement okay, un micro-organisme, donc là on parle de phagocytes, macrophages, neutrophiles. Okay, même les lymphocytes B peuvent faire ça. Donc ce qui va arriver, c'est qu'on va prendre encore une fois des morceaux de la bactérie, du virus, peu importe, et on va les présenter ici, par une molécule ou par une protéine, je devrais dire, qu'on va appeler le CMH2. Le CMH2 présente des antigènes qui ont été phagocytés volontairement. Le CMH1 présente des antigènes qui ont entré d'eux-mêmes dans la cellule. Dans ce cas-ci, okay, dans le cas d'une phagocytose et qu'on présente par le CMH2, c'est la cellule T CD4 qui va reconnaître le tout. Cellule T CD4, qu'est-ce qu'elle va faire par la suite? Ben, elle va sonner l'alarme. On ne va pas tuer le macrophage. Le macrophage, il a fait sa job. Okay? Il a bouffé quelque chose, il a présenté un bout de cette bactérie-là ou de ce micro-organisme-là okay, à la cellule T CD4. Donc, on ne va pas tuer le macrophage. Dans le fond, on souhaite que le macrophage continue sa job et qu'il en bouffe d'autres. Mais dans le cas d'une cellule infectée qui est présentée par un CMH1, bien, la cellule T CD8, elle, doit tuer cette cellule-là. On doit éliminer la cellule qui est ici parce qu'elle représente un danger pour le reste du corps. Maintenant, je vais poser une question pour voir si vous comprenez bien. Si un virus entre de lui-même dans un macrophage, est-ce que le macrophage va présenter l'antigène par le CMH2 ou par le CMH1? Tic-tac, tic-tac, ça serait par un CMH1. Okay? Donc, le macrophage, oui, il a la capacité de phagocyter, mais dans ce cas-ci, il a été victime lui-même d'une infection. Donc, il présenterait le bout par un CMH1, donc présenterait le bout du virus ici, et c'est la cellule T CD8 qui viendrait s'en mêler, et là, à ce moment-là, le macrophage se ferait éliminer. D'accord? Donc, il faut faire la distinction entre les deux. Si je suis victime d'une infection, la cellule présente un antigène par le CMH1. Dans le fond, la cellule, ce qu'elle veut, c'est comme si elle montrait un drapeau, là, puis elle disait « Hey, venez me tuer, j'ai été infecté, je suis un danger pour le reste du corps. » Donc, le CMH1 avertit la cellule T CD8, la cellule T CD8 arrive, tue la cellule. Mais si c'est un macrophage, un neutrophile qui a volontairement mangé quelque chose, lui, il est fier de venir vous montrer ce qu'il a mangé. Okay? Il dit, regardez ce que j'ai mangé, j'ai fait ma job, voici, via mon CMH2, la protéine ou un morceau de ce que j'ai mangé. Okay? Les restants de mon repas. Cellule T CD4 arrive, voit ça et sonne l'alarme. Ça termine ce chapitre. Je sais qu'on a terminé en force là, avec les CMH1 et CMH2. C'est un petit peu plus complexe, mais prenez le temps de réviser ça.
Il y a aussi plein de vidéos en ligne là, qui vous permettent d'aller voir ça. J'ai moi-même fait une petite vidéo pour expliquer le tout, donc vous pourrez aller jeter un coup d'œil là-dessus. Petit renforcement des acquis, justement, des vidéos, présentations des antigènes. Okay, donc, allez voir. Voilà. Et une autre petite application médicale intéressante avec le paludisme, allez voir cette vidéo-là parce que ça fait un lien entre, oui, la microbiologie qu'on a vue, donc dans ce cas-ci, un protozoaire, mais aussi toute la réponse immunitaire qui est impliquée dans la réponse à ce protozoaire-là. Donc, c'est super bien fait, ça fait une belle révision. Donc, vous pouvez aller voir ça. Ça va vous faire réviser et la micro et l'immuno. Voilà, si vous avez des questions, ne vous gênez pas. Bonne journée.